enchaîner. On va accueillir Monsieur Steve Lolivier, diététicien depuis près de 25 ans, enseignant à l'Université d'Artois, spécialisé aux techniques cognitives et comportementales et dans la prise en charge de l'obésité. La conférence que vous allez nous présenter s'intitule « Prendre soin d'une personne en souffrance ». Voilà, c'est un plaisir d'accueillir Steve depuis très longtemps et qui en compétence comme diététicien et comportementaliste. Merci d'avoir accepté de se là parmi nous. Vraiment dans la continuité de l'exposé précédent. Une petite pause nous attend juste après. Je remercie la NPIS et le professeur Nimo de m'accueillir et la confiance, Jean-Michel, que tu me témoignes depuis tant d'années. Et puis finalement, depuis ce matin, je bois du petit lait. Alors, j'espère que je ne vais pas grossir. Parce que quelle évolution dans la prise en charge proposée des problèmes de poids et d'obésité. Mais depuis quelques années, vraiment en train de quitter ce qui ne marche pas. Et donc c'est très bien. Alors je vais parfois être un petit peu redondant, parce que finalement il y a pas mal de choses qui ont été dites ce matin, tant mieux. Il m'a été chargé de répondre à ce problème de souffrance chez l'obèse, ou chez la personne en surpoids qui souffre avec son poids du manière générale. C'est une thématique qui me tient à cœur. Je vais essayer de la partager avec vous et de partager avec vous aussi mon expérience. Les souffrances évidemment sont extrêmement nombreuses. Je les ai classées en 3 catégories. Il y a les souffrances d'abord liées à la maladie, puisque le surpoids et l'obésité peuvent amener, on l'a vu, à de nombreuses pathologies physiques. Il y a les souffrances liées à l'utilisation du corps. Et puis il y a des souffrances que j'ai qualifiées de mentales. Et on a commencé à en parler ce matin. Qui sont en fait des souffrances liées à des ressentis émotionnels qui vont être des ressentis particulièrement inconfortables pour nos patients, avec beaucoup de peur, on l'a vu, qui vont amener à un enfermement, à des inactions, parfois même à des troubles anxieux. Beaucoup de tristesse qui pourront aboutir à la dépression, et puis un sentiment fréquent de dégoût de soi, de dégoût de son corps. Et donc moi je vais aborder principalement ces souffrances mentales. Et finalement, je pense aujourd'hui qu'il y a 4 causes essentielles qui aboutissent à ces souffrances. On vient de le voir, je pense que la première cause de souffrance, c'est une relation qui est altérée à l'alimentation, avec beaucoup de croyances, de représentations. Et la cause, on vient de le voir, est essentiellement liée au régime et aux croyances. Ce qui va générer beaucoup de peur, un sentiment d'échec, un sentiment de mésestime de soi et beaucoup de culpabilité également, qui va être source d'une souffrance intense. On en a un peu parlé également, le phénomène de stigmatisation des patients en surpoids et obèses. Stigmatisation qui a 2 sources. La société, évidemment, on connaît bien cette problématique, mais également d'un certain nombre de soignants, à tel point que beaucoup de gens qui souffrent de problèmes de poids commencent à refuser de se soigner parce qu'elles vont être jugées et parce qu'elles vont être accusées. Et puis, on vient de voir également une relation particulière aux émotions, avec notamment ce besoin important de lutter contre des émotions qui apparaissent comme difficiles à vivre, voire insupportables. Et puis, il y a également, enfin, des souffrances liées à la lutte contre ce corps qui est vécu comme trop gros et inacceptable. Et donc, finalement, prendre soin d'une personne en souffrance, ça va être le fait de développer une relation parfaitement apaisée avec l'alimentation, on vient de le voir. Également, apprendre à vivre sa vie avec un corps mal aimé, parce que finalement, le but de tout cela, c'est d'obtenir malgré tout une vie épanouie et heureuse pour ressentir un sentiment de bonheur le plus souvent possible. Et puis apprendre à accepter des émotions pas toujours agréables. Et enfin, vivre avec un corps imparfait.
Donc on l'a vu, la relation altérée à l'alimentation, elle est induite par les régimes, puisque les régimes sont inefficaces et vont toujours aboutir à une reprise de poids et très souvent à une augmentation du poids, par l'effet yo-yo évidemment. Les régimes augmentent les tentations alimentaires, les patients se croient gourmands. Ils disent toujours, moi mon problème c'est que je suis gourmand. Ils ne sont pas du tout gourmands, ils ont juste une relation perturbée à l'alimentation. S'ils sont gourmands, tant mieux, puisque manger est un plaisir de vie. Il va y avoir une augmentation bien sûr et une perturbation des comportements alimentaires, des grignotages et des compulsions également, hors problèmes psychologiques ou traumatismes de vie. Les restrictions alimentaires aboutissent à des compulsions. Des études ont bien montré également que cela va augmenter aussi le fait de manger quand on se sent pas bien. Il arrive parfois que uniquement en soignant la relation à l'alimentation, eh bien, les prises alimentaires qui étaient classées comme émotionnelles en fait disparaissent par elles-mêmes. Et puis enfin, ça peut être une porte d'entrée autour du comportement alimentaire, tout ça est bien connu. Simplement, je pense qu'il est important de redéfinir ce qu'est un régime. Un régime, c'est pas seulement se restreindre. On entend souvent, on voit souvent, il ne faut pas être trop restrictif. En fait, le fond du problème n'est probablement pas uniquement la restriction, mais la définition du régime, c'est le régime existe à partir du moment où il y a un contrôle mental de sa façon de manger. Et à partir de là, eh bien, le problème, c'est que nous, soignants, nous allons, sans nous en rendre compte, très vite dériver vers le régime. Pourquoi ? Bien parce que aujourd'hui, la grande mode, c'est le rééquilibrage alimentaire, avec cette idée que ça n'est pas un régime. Et en fait, bien, ça peut en être un très très vite, puisqu'il est essentiellement basé sur des injonctions. C'est tout ce qu'il faut faire et tout ce qu'il ne faut pas faire. Et en fait, tout ça ne fonctionne pas. C'est ce que l'on dit aux gens depuis 40 ans, et il y a toujours de plus en plus de gens qui souffrent de surpoids et d'obésité. Ça ne fonctionne pas parce que les injonctions ne fonctionnent pas. Et donc, le rééquilibrage alimentaire peut très vite dériver vers un régime. En tout cas, ça va être perçu comme ça par le cerveau. Pourquoi ? Parce qu'il y a toujours ce fameux contrôle mental. On va contrôler les quantités, on va inciter les gens à contrôler les quantités qu'ils mangent, leurs choix alimentaires, les fréquences, leurs envies. Et donc, il va y avoir à un moment un dérapage avec des phases de relâche et de surconsommation alimentaire, alors même que cet équilibre alimentaire était basé sur le plaisir. Le meilleur exemple, c'est Weight Watchers. Tous les patients qui ont fait Weight Watchers me disent que c'est très bon, les recettes sont excellentes, j'ai beaucoup de plaisir, je ne me sens privé de rien, je peux tout manger tant que je reste dans mes coins, etc. Et pourtant, il y a des reprises de poids très importantes également avec ce régime, puisqu'il y a cette notion de contrôle, alors même qu'il y a le plaisir, alors même que les gens ne se sont pas frustrés, ne se sont pas restreints. Et puis, il y a beaucoup de croyances. Les croyances vont induire un stress important. Donc là, j'ai mis quelques croyances qui sont extrêmement répandues. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que ces croyances vont générer un stress qui, par des phénomènes hormonaux, notamment, vont pouvoir, et puis de mal-être induit par le stress, vont venir perturber le comportement alimentaire et favoriser la prise de poids et donc augmenter encore la souffrance. Il y a des croyances spécifiques liées au poids qui vont générer beaucoup de stress, qui vont générer un sentiment d'échec, avec une tristesse, dévalorisation, et puis de forte déception et la perte de cette capacité à se dire en fait je suis capable de faire des choses. Les patients viennent nous voir en disant je suis capable de rien, parce qu'en fait on les met systématiquement en situation d'échec. Ils ne pouvaient pas réussir et l'idée était coupée et le jeu était perdu d'avance. Voilà quelques croyances liées au poids. Et donc ce qui est en train de se dessiner aussi, c'est la notion de formation, puisque la science évolue très vite, et dans ce domaine-là en particulier, et donc nous en tant que soignants, il est important de rester au top des connaissances. Et je pense qu'une des clés pour traiter la souffrance de nos patients, c'est vraiment d'avoir été formé, bien formé, pour se maintenir en niveau. Et finalement, on l'a vu, la société pousse
les personnes à exercer un contrôle mental de leur façon de manger. Aujourd'hui, le grand favori, c'est le Nutri-Score, on va en parler, mais vous avez également Luca, et puis ce qui va arriver très vite et qui est déjà sur les rangs, c'est l'intelligence artificielle avec des smartphones qui seront capables d'analyser nos assiettes et dire exactement combien de calories on avale, combien de protéines, de lipides, etc. Cela n'aidera absolument pas nos patients à aller mieux, à se sentir mieux et à perdre du poids, puisque tout cela sera régi par un contrôle mental. Et en fait, l'approche que je vous propose, qui a été, c'est un terme qui a été créé par une de mes stagiaires, qui a fait ça la diététique comportementale, je trouvais que c'était sympa, donc je vous la suggère aujourd'hui, je vous la propose, et on l'a vu, finalement, le comportement alimentaire est un comportement qui est parfaitement régulé, qui est autorégulé, et finalement, on n'a pas besoin d'aller mettre son nez. Normalement, tout se passe très bien. Il y a un système neuropsychophysiologique qui s'occupe de tout ça très bien pour nous. Ça commence à être connu. Ce qui me semble très important par rapport à cette approche, c'est la notion des plaisirs alimentaires. Je vais la développer un petit peu. Finalement, on se rend compte que les plaisirs alimentaires, c'est le chef d'orchestre qui va faire en sorte que ce système fonctionne parfaitement bien. Il est au cœur du système. Et donc, notre travail va consister à exacerber, à augmenter le plus possible le plaisir de manger, les plaisirs alimentaires. Et on se rend compte qu'à partir du moment où le plaisir reprend toute sa place, le comportement alimentaire se régule comme par magie. Et finalement, les objectifs de la diététique comportementale, c'est les objectifs de la diététique classique, des approches classiques, avec une régulation des quantités, c'est-à-dire manger assez juste besoin. Effectivement, prendre du poids, c'est manger trop de façon chronique, et c'est uniquement ça dans le domaine diététique. Mais ça permet également d'obtenir une alimentation qui est beaucoup plus diversifiée. Pourquoi ? Parce que quand on a une approche classique, en fait, on crée en général une sous-alimentation qui ne correspond pas à une alimentation équilibrée. Elle n'est pas diversifiée non plus parce qu'il y a une sous-alimentation des aliments dits riches, des aliments gras et sucrés, qui normalement ont toute leur place. Et enfin, l'objectif, c'est d'obtenir un équilibre avec beaucoup de plaisir. On l'a vu, il existe ce que l'on appelle les sensations alimentaires. Je vais développer un tout petit peu plus, il y a plusieurs types de rassasiement par exemple. Et enfin, en fait, chacune de ces sensations a un but et un rôle tout à fait précis. Donc la nature n'a pas attendu Luca, la nature n'a pas entendu le Nutri-Score, et elle n'a pas attendu non plus les diététiciens pour bien manger. Tout est prévu dans nous pour que tout ça fonctionne parfaitement bien. Évidemment, chez nos patients, ça ne fonctionne pas. On va voir pourquoi. Et donc, il y a des systèmes qui permettent d'agir sur la fréquence, il y a des systèmes qui permettent de réguler les quantités, et il y a des systèmes qui permettent de gérer la diversité de ce que l'on doit manger, notamment avec les appétits spécifiques. C'est la capacité qu'a notre corps à nous orienter vers ce dont nous avons besoin. C'est pour ça que l'été, on est plus attiré par les crudités, par les fruits, parce que ça contient plus d'eau, parce que il fait plus chaud, et on a besoin de ça. Et puis c'est ce qui fait que le lendemain de Noël, on a rarement envie d'une tartiflette. Voilà. Et ça, on le ressent. C'est en nous. On a des signaux qui nous indiquent probablement ce que l'on doit manger. Et donc finalement, la diététique comportementale, si on devait la résumer, c'est faire en sorte que l'état d'esprit de nos patients soit finalement, je mange ce que je veux, comme je veux, quand je veux. Et à partir du moment où on arrive à cet état d'esprit, il y a un apaisement qui existe et le comportement alimentaire se régule tout à fait naturellement. Alors, pour arriver à cet apaisement, quelques points. D'abord, on peut se poser la question, et c'est important de demander à nos patients pourquoi on mange. Alors eux, ils vont toujours répondre qu'on mange pour nourrir notre corps. En fait, pas du tout. C'est absolument pas ce qui motive une personne à manger. La personne va manger parce qu'elle va rechercher un bon moment. C'est-à-dire que notre époux va nous appeler en disant « Bon, bah, alors qu'est-ce qu'on mange ce soir ?»
C'est pas qu'est-ce qu'on va manger comme protéines, calories et vitamine B. Et ça n'existe pas dans la nature, c'est pas possible. La nature est faite pour nous inciter à manger, puisque c'est vital. Et donc, on va d'abord rechercher un plaisir, et cela aura comme conséquence de venir nourrir un corps. Donc en fait, il ne faut pas mettre la charrue devant les bœufs, les gens mangent pour se faire plaisir et se faire du bien. Et la nature est faite ainsi, puisque c'est important pour nous que l'on mange. On s'est dit comment on va pousser ces nombre d'animaux à manger, puisqu'au papilleur, eh bien, c'est plaisir, c'est vraiment le moteur qui nous incite à agir. C'est ce qui existe d'ailleurs pour tout ce qui est vital pour nous, c'est pour ça que le plaisir sexuel existe, pour ce qu'on doit se reproduire et faire des bébés, etc. Alors quand on parle de plaisir alimentaire, ils sont nombreux, on les a vus. Alors évidemment le plaisir est induit par tous les types d'aliments. Ceux qui vont être naturellement le plus plaisants et de manière innée, ce sont les aliments gras et sucrés. Mais en même temps, quand on est apaisé avec l'alimentation, on peut avoir beaucoup de plaisir à manger une petite salade toute simple ou une tomate mozzarella. Et donc les plaisirs sont de plusieurs ordres. Vous avez les plaisirs des sens, on en parle beaucoup, avec notamment les techniques de dégustation par exemple. Alors attention à ce sujet, parce que la dégustation, ce sont des techniques, c'est de l'analyse, et le but final, le but du jeu, c'est vraiment de ressentir et de vivre le plaisir. Donc la dégustation, ça peut être une étape pour aboutir au plaisir. On a le partage, évidemment, on connaît ça très bien en France. Il y a le plaisir de cuisiner, de transmettre un savoir, de faire plaisir aux autres. Voilà. Et puis il y a le plaisir réconfortant, je vais en parler après, c'est extrêmement important. Et donc finalement, moi le classement que je propose des aliments, c'est celui-ci, c'est-à-dire qu'ils sont tous au même niveau. Il n'y a pas de pyramide, il n'y a pas de bateau, il n'y a pas de je sais quoi. Chaque aliment se vaut, tous ont un rôle à jouer, et en fait, tout va bien comme ça. Voilà. Alors évidemment, une petite question se pose en ce qui concerne les boissons sucrées, puisqu'effectivement les études scientifiques tendent à montrer qu'en tout cas il y a des corrélations très fortes entre les boissons sucrées et la survenue de diabète, de prise de poids. Donc là, la question se pose. Et donc on fait des petits jeux. Alors évidemment, il existe tout un tas d'exercices pour arriver à ce que la personne intègre le fait qu'aucun aliment ne fait grossir, parce que vous vous rendrez compte qu'il ne suffit pas de le dire aux gens pour que les gens le vivent pleinement ainsi. Les approches comportementales ont toujours deux étapes. Il y a d'abord l'étape où on explique les choses, ça a bien été montré tout à l'heure, et puis il y a une étape d'intégration par l'expérimentation. Et donc on a fait tout un tas d'expériences pour arriver à ça. Vous connaissez ce jeu, qu'est-ce qui fait plus grossir un kilo de plus d'un kilo de plomb? Eh bien 500 calories de frites égale 500 calories de haricots verts, et donc aucun aliment ne fait grossir par exemple. Et en fait, ce qui fait prendre du poids en ce qui concerne l'alimentation, ça a été dit, c'est le fait de trop manger de manière chronique. On peut parfaitement trop manger, en général c'est régulé, on a moins faim, on est plus vite rassasié, on est attiré par des choses plus légères, et finalement trop manger ne peut absolument pas grossir, c'est la chronicité qui va s'appliquer à la prise de poids. Et puis il va être important également de considérer que manger pour se faire du bien, c'est normal. Et manger quand on ne va pas bien, ça peut être parfaitement normal aussi. Et il existe chez nos patients ce qu'on appelle le trouble du réconfort, c'est-à-dire l'incapacité à se faire du bien dans un moment où on aurait besoin. Vous savez, c'est le petit câlin, c'est le petit toutou. Alors ça ne va rien changer à notre vie, ça ne va rien changer à nos problèmes. On verra ce qu'on peut faire quand il y a des problèmes. Mais en tout cas, il est très important dans l'apaisement de savoir se faire du bien. C'est, voilà, j'ai une journée difficile, donc ce soir on va se faire un petit resto, et voilà, tout ça est régulé, donc ça ne pose pas de soucis. Évidemment, le système ne fonctionne pas si derrière il y a de la culpabilité et de la peur de grossir. Et donc il y a des petits protocoles qui existent sur le fait de normaliser les envies alimentaires lorsque l'on n'a pas faim. Parce qu'attention, aujourd'hui on commence à beaucoup parler des sensations alimentaires. Si on commence à dire aux gens vous devez respecter vos sensations alimentaires, vous devez manger que quand vous avez faim, ne pas manger si vous n'avez pas faim, on retombe dans des injonctions, on retombe donc dans du régime. Donc, on peut manger par faim, on peut manger par envie, on peut manger comme je l'ai dit. Et puis les aliments font partie de l'arsenal qui permet de nous faire du bien et de réguler nos émotions comme le sommeil, la sécurité ou d'autres choses.
Et à partir du moment où tout ça fonctionne bien et qu'on obtient la satisfaction qu'on en attend, on passe à autre chose et tout va bien. Et sinon, on va rentrer dans le cas de phénomène un petit peu dit addictif. Et finalement, ce dont on se rend compte, c'est que c'est la lutte contre le plaisir de manger qui va induire des perturbations du comportement alimentaire et une grande souffrance chez nos patients. Et donc, notre rôle, c'est vraiment d'exacerber ce plaisir et de faire en sorte qu'il existe pleinement et totalement pour aboutir à ce sentiment de satisfaction qui fait que le comportement alimentaire va être tout à fait adapté. Les études ont bien montré que lorsque l'on respecte ces envies alimentaires, eh bien, cela évite les phases de surconsommation, que ça diminue les tentations alimentaires, d'un coup les gens ne sont plus gourmands, et puis que les prises alimentaires émotionnelles sont diminuées de manière importante, sauf s'il existe évidemment des troubles du comportement alimentaire, ce qui est un autre problème. Que nous dit la science? Eh bien, cette approche a été étudiée, elle peut aussi s'appeler l'alimentation intuitive au niveau international, et finalement, les études montrent bien que la santé physique est meilleure chez les gens qui appliquent ces méthodes, qui ont une relation tout à fait apaisée à l'alimentation, qu'il peut éventuellement y avoir une perte de poids quand cela est possible, mais surtout une stabilisation pondérale, que c'est un protecteur contre les problèmes de comportement alimentaire. Bref, c'est extrêmement positif, et d'ailleurs ça améliore, sans même y travailler, l'estime de soi, la confiance en soi et la relation à soi. Concernant la stigmatisation, Jean-Michel, tu l'as dit ce matin, la société Frédéric Gros, qu'ensuite elle rejette. Et donc, l'élément qui me semble fondamental, on en a parlé, c'est la relation avec le patient. Alors moi j'ai choisi le terme de compassionnel. La compassion, c'est l'empathie avec l'envie d'aider l'autre. Voilà. Donc, mais on peut en mettre d'autres. Je pense que parfois il faut même aller régulièrement, il faut aller vers une relation presque d'amour, mais d'amour soignant. Il y a aussi, et parmi tout ça, donc, il y a un travail de déculpabilisation qui est à faire, et je pense que des séances de déculpabilisation doivent être mises en place, en expliquant que l'obésité est une maladie, ça a été redit, évidemment, que nos patients ont énormément de volonté, leur parcours le montre, ils se battent depuis des années et des années avec le problème du poids. Ils ont fait un régime, ils ont raté, ils font un deuxième régime, ils ont raté, ils font un troisième régime. Je leur dis, mais sinon, vous passez le bac une fois, vous le ratez. Bon, c'est déjà pas marrant, vous passez le bac une deuxième fois, vous le ratez. En général, les gens, 2 ou 3 fois, arrêtent. Et bien, eux, on fait 4, 5, 6, etc. Et ils ne lâchent rien, ils ont une volonté de faire, et ils ne s'en rendent absolument pas compte. Également sur le fait que leur histoire de vie, on l'a vu, ce sont des parcours de vie, a joué un rôle extrêmement important. La place de la génétique, qui est très peu connue, la génétique et l'épigénétique jouent un rôle central et majeur dans la survenue des problèmes de poids. Et donc finalement, ils n'ont rien fait de mal. Et puis la place de la société, par la sédentarité, par la stigmatisation, par le fait que notre société est particulièrement stressante. On l'a dit également, avoir une attitude positive en relevant chaque progrès, aussi infime soit-il. Nos patients, quand ils viennent nous voir, ne voient absolument pas les progrès qu'ils ont faits. Ils ne voient que ce qu'ils n'ont pas su faire. Et donc il est important qu'il y ait un temps sur voilà ce qui s'est bien passé cette fois-ci, et parce que ça suscite en eux pour les inciter à aller plus loin. La formation, je l'ai dit tout à l'heure, je pense que c'est primordial, c'est une maladie qui est extrêmement complexe et qui nécessite une formation importante. Et, point extrêmement important aussi, c'est que finalement, le but étant d'être heureux, ça n'est pas de perdre du poids. Alors évidemment, nos patients nous ramènent toujours à l'idée qu'eux veulent maigrir, c'est bien normal, sauf que nos résultats sont souvent modestes, voire nuls. Beaucoup de gens ne pourront pas perdre de poids, ou très peu, en tout cas ils ne veulent pas perdre les 20 ou 30 kilos qu'ils veulent perdre, sauf par des approches médicamenteuses ou chirurgicales. Et donc, il faut décentrer
cette approche et vraiment les aider à avoir une vision globale de leur prise en charge et mesurer non pas les kilos perdus, mais le mieux-être apporté, rien que par l'amélioration dans la relation à l'alimentation. Et puis, il est important, je pense, de redéfinir la manière dont le patient se voit. Quand il vient nous voir, il nous dit je viens vous voir parce que je suis gros. D'accord, vous êtes gros, mais vous n'êtes pas que ça. Vous êtes aussi beaucoup d'autres choses. Et il y a un phénomène en psychologie qui est la focalisation. Et à partir du moment où on focalise sur une problématique, en fait, on amplifie le mal-être et on amplifie la souffrance et on arrive moins à s'en sortir. Et donc, on doit les aider à se définir autrement, et pas uniquement que par le poids qu'ils font. Et finalement, le patient se sentira un petit peu plus fort pour affronter ce monde de stigmatisation. Et puis finalement, j'ai envie de dire, on peut faire ce qu'on veut, mais au final, nos patients vivront quand même des émotions difficiles. On peut travailler sur l'estime de soi, on peut travailler sur la confiance en soi, on peut travailler sur tout un tas de choses, mais au final, la vie étant ce qu'elle est, eh bien les gens vont avoir des moments de tristesse, des moments où ils vont avoir peur, des moments où ils seront déçus, où ils ressentiront du dégoût. Et donc, des émotions existeront toujours. Sauf que chez nos patients, eh bien, on l'a vu, quand ils vivent des émotions, en général, ils mangent. Alors, pourquoi les émotions font-elles manger? Vous l'avez compris, puisque ça a été abordé tout à l'heure. Il y a plusieurs cas de figure. On peut rechercher un réconfort, c'est parfaitement adapté. Un réconfort, c'est quoi? C'est le petit câlin, ça ne change rien, on n'attend pas que nos problèmes disparaissent, on n'attend pas que notre émotion disparaisse, c'est juste qu'on s'octroie un moment agréable pour soi. Parfois les patients me disent moi je ne comprends pas parce que quand je vais bien je mange. Alors quel est le but dans ces cas-là? C'est d'exacerber, d'augmenter ce sentiment de bien-être. Bien, je regarde une série, ça me fait du bien, je me sens bien et pourtant il faut que je sorte des chips, parce que je veux encore me sentir encore bien. Donc ça peut être un moyen d'exacerber. Et puis, bien souvent, c'est la lutte contre une émotion qui est perçue comme trop désagréable et dans les troubles du comportement alimentaire, carrément comme insupportable. Et donc, on en arrive à ce qu'on appelle l'évitement expérientiel. L'évitement expérientiel, en fait, nos patients vont chercher à éviter leurs expériences intérieures. Vous savez, en nous, on a un monde virtuel qui est fait de ce que l'on pense, de nos émotions, de nos sensations physiques, de nos souvenirs, etc. Et quand on considère que ce monde intérieur est trop douloureux, ou qu'on ne veut pas simplement le vivre, parce qu'on a été habitué comme ça, eh bien, on va chercher à l'éviter, et l'alimentation est un excellent moyen, ça marche parfaitement bien d'ailleurs sur le moment. C'est-à-dire que pendant qu'on mange, eh bien, on se détache, on s'exfiltre de ce monde intérieur fait d'expérience, et puis finalement, on se sent mieux. Et c'est pour ça qu'ils y retournent, parce qu'en fait, sur le moment, ça marche. Donc, quelques exemples de stratégies d'évitement expérientiel, c'est le fait de grignoter parfois, c'est une compulsion alimentaire, ça marche très bien, c'est s'occuper toute la journée, être très actif pour ne pas se connecter à ses ressentis intérieurs, c'est penser à autre chose. Alors, souvent, il y a des patients, si ça ne va pas, plutôt que de manger, aller marcher. Bon, évidemment, toutes ces approches-là ne marchent absolument pas non plus, puisqu'on est toujours dans une notion d'évitement. Ce sont nos ruminations. Les ruminations, c'est ce qui fait qu'on se plonge dans le futur en imaginant tous les scénarios possibles dans le but de tenter de se rassurer. Évidemment, le scénario étant catastrophiste en général, parce qu'on imagine rarement notre futur comme merveilleux. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Et donc, ça exacerbe les émotions plutôt que de les résoudre. Et puis parfois, l'évitement expérientiel, c'est tout ce qu'on ne fait pas. Je ne vais pas à la piscine, comme ça je ne dévoile pas mon corps et je ne ressens pas le sentiment de l'autre. Ça, c'est une autre stratégie d'évitement expérientiel. Et là encore, nous, en tant que soignants, on peut tomber dans le piège de entretenir ce phénomène d'évitement. Ah bon, vous avez ressenti ça, alors on va chercher à comment on va faire pour que vous ne le ressentiez plus. Et là, parfois, c'est pour ça que le travail sur l'estime de soi, la confiance en soi, etc., il faut faire attention parce que ça peut finalement entretenir ce système et finalement le patient va encore avoir
cette idée qu'une émotion c'est pas bien et quand elle est désagréable, il ne faut pas la vivre. Alors il y a de nombreuses causes. On retrouve souvent quand même des patients qui ont une éducation émotionnelle un petit peu particulière. Il ne faut pas pleurer, il faut être fort, ça ne sert à rien d'être triste, etc. Donc l'éducation joue un rôle très important. Il y a souvent une peur de perdre le contrôle. Les patients me disent si je suis triste, mais en fait je vais faire une dépression, parce que ça ne va jamais s'arrêter. Il y a cette idée que ça ne va jamais s'arrêter. Et donc le problème de l'évitement expérientiel, c'est que, et c'est le problème essentiel, c'est qu'on va s'éloigner de ce pourquoi on est fait pour être sur Terre. Parce qu'on va passer beaucoup de temps à lutter. Cette lutte est vaine. Elle est vaine parce que quand une émotion est là, si elle a décidé d'être là, elle est là. Donc en fait, on ne peut pas gérer une émotion, on ne peut absolument rien en faire. C'est elle qui décide quand elle arrive, c'est elle qui décide quand elle partira, et c'est elle qui va décider si elle va revenir ou pas. En fait, on ne peut rien faire avec nos émotions. Et donc ça crée un épuisement psychologique puisque c'est parfaitement inefficace. Et donc un outil a été développé par des chercheurs en psychologie qui s'appelle le désespoir créatif. Alors, le but, finalement, c'est d'amener notre patient à ce fameux désespoir, qu'il comprenne. Alors, ça ne sert à rien de lui dire, il ne va pas l'intégrer, encore une fois, ça demande tout un travail, il suffit d'être un petit peu formé. Alors, n'importe qui peut être formé à ces approches. Je pense qu'il ne faut pas être dogmatique et il ne faut pas réserver ce travail aux psychologues. Un diététicien peut le faire, une infirmière peut le faire. J'ai souvent tendance à dire que je préfère envoyer un patient chez une bonne infirmière qu'un mauvais diététicien. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Tout le monde peut se former à ce genre d'approche, c'est ouvert à tous. Et il n'y a pas besoin de compétences particulières. À partir du moment où on est formé, en quelques jours, on peut être formé à cette technique, par exemple. Et on sait l'appliquer. Donc le désespoir, c'est quoi? C'est l'idée que de toute façon, quand l'émotion est là, on ne pourra rien en faire. On peut l'enlever de manière temporaire, mais elle reviendra, et souvent même encore plus fort. Et puis la technique d'évitement, le fait de rallonger, par exemple, va rajouter de la culpabilité, va rajouter. Donc l'émotion revient, et en plus on rajoute des couches de mal. Donc on aggrave la souffrance. Et donc c'est désespérant pour les patients. Les patients pleurent beaucoup quand ils découvrent par ce travail qu'en fait ils ne pourront rien faire avec leurs émotions. Mais c'est créatif, parce qu'à partir de là, on dit qu'est-ce que je fais? Et bien finalement, ce que l'on fait, c'est au niveau des émotions, en général rien. Il n'y a rien à faire de nos émotions. On peut éventuellement les observer, on peut en être curieux, on peut, voilà, mais il ne faut pas chercher à les enlever. On pourrait développer ça. Et finalement, l'intérêt de tout ça, c'est quoi dans la création? Eh bien, c'est d'arriver à un phénomène d'acceptation, qui est de dire, voilà, si je ne peux rien faire avec mes émotions, je vais arrêter de les éviter, et donc qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais vivre ma vie. Donc, pour travailler sur la motivation à changer, il y a longtemps eu les entretiens motivationnels. J'ai fini. Et donc, aujourd'hui, on travaille plutôt sur ce qu'on appelle les valeurs de vie, c'est-à-dire qu'on aide les patients à faire ressurgir ce pourquoi ils sont sur Terre et ce qui fait qu'ils vivent quand ils font quelque chose. Et à partir de là, les gens naturellement se remettent en marche, mais ça c'est à partir du moment où ils ont arrêté de lutter. Alors évidemment, moi j'aime beaucoup Sénèque qui disait la vie c'est pas attendre que l'orage passe, mais c'est d'apprendre à danser sous la pluie. Et puis Vielle qui disait oui mais c'est quand même mieux qu'un parapluie. En fait c'est pas sûr. Le parapluie peut être gênant, le parapluie il peut, d'autant qu'on cherche on ne danse pas. Et puis finalement, quand on ne trouve pas, on passe sa vie à chercher, et puis pendant ce temps-là, on ne danse pas. Et donc tout ça, c'est issu en grande partie de la thérapie ACT dont on a parlé tout à l'heure, qui est la thérapie d'acceptation et d'engagement, qui est fondée sur la science, et qui est la troisième vague des techniques cognitivo-comportementales. Et voilà, pour conclure, un protocole que je pourrais vous proposer pour travailler sur l'attachement à l'alimentation, armer les patients pour la stigmatisation, les amener à accueillir leurs émotions, et puis finalement l'acceptation pour agir et vivre leur vie pleinement et finalement avoir une vie épanouissante au résultat. Je vous remercie pour votre attention.